Et Tout aujourd'hui, à pour fait. l'entretien, on reçoit Qui est Miss. Je suis ravie d'être là. Coucou. Mais moi aussi, Heureux. je suis ravie qu'on te reçoive parce que personnellement, je vais parler d'un temps d'avant, Mhm. mais moi, je t'ai connue sur Twitter quand Oh mon Dieu. j'étais étudiante et que je passais ma journée à scroller les réseaux sociaux. Je vous rassure, le chat, c'était le Twitter d'avant, celui où il n'y avait pas l'extrême droite partout. C'est Où clair. moi, enfin, avec Laura de Mrs. Roots, La Salle Garce aussi, vous m'avez fait découvrir plein d'autrices afroféministes. Vraiment, vous m'avez beaucoup aidé dans mon militantisme, donc ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je suis ravie d'être là et encore plus ravie d'être là pour quelqu'un qui connaît ma période de Twitter. Mon Dieu. La période shitposting C'est qu'on a tous clair. eue. Ouais. Donc, tu es écrivaine, poétesse. Euh, Tu as écrit notamment À nos humanités révoltées, qui est un recueil que tu as là, que Oui, tu peux montrer à la caméra, qui est juste ici, qui est sorti en 2018. tout à fait. Puis Je suis votre pire cauchemar, qui est un essai. Qui est là. La couverture est magnifique. Merci beaucoup. Je Elle est faite l'adore. par Ina Hunt, qui est une super autrice graphique que j'aime beaucoup et ouais, j'adore la couverture. On me dit en régie que les gens peuvent le voir. Ils ont le retour dessus. Mhm. Et tu viens de sortir, enfin non, tu viens pas de sortir, il est sorti l'an dernier, Mhm. mais tu as sorti ton premier roman Et Refleurir en 2024. Tout à fait. Moi, avant qu'on parle de tes œuvres, j'ai envie de te demander qu'est-ce que ça a été ton déclic politique, ton déclic d'engagement? Alors, oups, je vais essayer de pas casser le micro, c'est mieux. Euh, Il y en a eu plusieurs, je pense. Déjà, j'ai grandi dans une famille noire qui savait qu'elle était noire, qui savait qu'elle était immigrée, et qui nous, où j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec mon père, notamment des déjeuners dominicaux avec lui sur les questions d'actualité, de société, etc. Donc déjà, j'étais un petit peu habituée, j'ai baigné dedans. Ma mère et mon père étaient vraiment sensibles à l'idée qu'il fallait qu'on s'informe, qu'on connaisse nos sources. J'étais abonnée à ceux qui connaissent peut-être le Petit Quotidien, mais Oui. je crois que maintenant c'est de droite. Mais bon, bref, à Ah l'époque, bon? bon, tout est de droite. Enfin, Ouais. beaucoup de choses sont de droite Non, Oui, maintenant. je me mais non, souviens pas à tout, l'époque, pas il y tout, Pas avait, tout, il y pas tout, avait pas Sharp, tout, pas tout, ouais. il y avait les dessins de Sharp dans le Petit Quotidien qui étaient vachement bien. Tout à fait. Et Mm. puis voilà, donc à l'époque, mon père regardait beaucoup les débats télévisés. Maintenant, il a arrêté parce qu'il s'est rendu compte que c'était nul. Mais donc voilà, bon, plein de choses de cet ordre. Et c'est vrai que du coup, j'ai souvent, enfin, cette idée de l'engagement ou en tout cas la conscience de d'être dans un monde, je sais pas si je dirais à l'époque politisé, mais voilà, avec des enjeux politiques, c'est vraiment quelque chose de vieux chez moi. Ensuite, moi, j'ai grandi dans le 93 et je suis partie je crois que c'était en septembre 2005. Donc, je crois que un mois, peut-être un peu plus d'un mois après, il y a les émeutes de 2005 Oui. qui commençaient. Donc, pour celles et ceux qui sont trop jeunes, peut-être qui n'ont pas connu, ce sont des émeutes qui ont eu lieu suite à la mort de deux adolescents, Ziad et Bouna, et donc il y a un troisième dont je me souviens pas du nom, qui faisait aussi partie de la bande, qui a été grièvement blessé parce qu'ils ont été poursuivis par les policiers à l'époque. Et donc ça a créé d'immenses révoltes populaires et urbaines. Et donc du coup, c'est vrai que ça m'a aussi beaucoup politisé parce que ben il y avait tous les discours sarkozystes Ouais. à l'égard de jeunes qui ressemblaient en fait à mes frères, notamment mon frère. Et le fait d'avoir eu aussi un frère jumeau, ça m'a aussi énormément politisée. Pourquoi? Parce que moi, je crois qu'on correspond beaucoup au modèle des populations immigrées, notamment d'Afrique noire et d'Afrique, qui est que les filles sont bonnes à l'école et les garçons sont disciplinés et mal disciplinés et dissipés, etc. Et donc moi, je voyais ça, je voyais comment mon frère était traité, je voyais comment on parlait de gens qui pouvaient ressembler à mon frère. Et je voyais aussi, parce que moi j'étais dans un milieu, on va dire, de classe moyenne, je voyais comment d'autres personnes n'étaient pas du tout traitées Mm. de la même manière. Je voyais comment mon frère, il racontait de manière tout à fait résignée en plus, hein, lui, qu'il était contrôlé 7, 8 fois par la police. Et moi, j'étais dans mon lycée général et je voyais des garçons qui étaient blancs, qui étaient aussi mes amis, hein, et Mm. qui n'avaient pas du tout ce genre de problème, alors qu'ils avaient aussi des comportements qui auraient pu être vus comme répréhensibles, etc. Et donc ça m'a beaucoup... ça a beaucoup créé chez moi beaucoup de colère. Et ensuite, ce qui s'est aussi passé, c'est que
je pense, à peu près au début de la vingtaine et je me souviens aussi alors faut savoir quelque chose, les femmes qui sont plus vieilles se souviennent aussi de cette période, Mmh. mais en fait, être féministe, là, en ce moment, ça va. Je me souviens très bien d'une période où moi, je disais: «Ah non, mais moi, je suis pas du tout féministe, mais 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 en fait, mais elles je ont pense raison». qu'on est des êtres humains. Non, mais ouais, alors déjà mais en fait, elles ont raison, puis je me dis: «Mais Ouais. en fait, tout ce qu'elles disent, c'est vrai». Mmh. Et donc du coup, donc voilà, donc il y a plein d'enjeux comme ça et puis aussi j'ai une mère qui nous a beaucoup dit: «Vous êtes noire, vous allez devoir travailler 2 fois plus et alors toi, tu es une femme noire, donc toi, tu vas devoir travailler encore plus, 3 fois plus». Et elle Donc était féministe, elle, ta mère? alors, Enfin, elle pareil, l'est. maintenant elle dit qu'elle est féministe. En fait, elle dit qu'elle est féministe, à l'époque, elle le disait pas, mais oui, bien sûr, elle était Mmh. féministe. Elle était féministe, après je pense qu'elle était féministe, donc il y a une espèce de dissonance, en fait, parce que autant elle a été très féministe sur plein de choses, autant il y a des choses sur, comment dirais-je, l'organisation de la La maison, des maison, des tâches, ménagère. ménagères et cetera, qui ont pas été féministes tout de suite, quoi, Ouais. donc j'ai eu des commentaires qui étaient pas du tout féministes, hein, donc parce que moi, je vous avoue, je suis un peu paresseuse et pour une femme, c'est mal vu d'être paresseuse. C'est mal vu de pas travailler. Voilà, donc bref, donc voilà, donc il y a plein d'éléments comme ça qui ont poussé à ma politisation, ma conscientisation, je sais pas comment Ouais, qui dire ont ça, irrigué ton engagement, tout en à fait. fait, tout à fait et du coup aussi quand j'ai rencontré, d'autres, lectures, de féministes noires américaines notamment, Mmh. Patricia Hill Collins, Bell Hooks ensuite, ben, en fait ça allait de soi. J'avais juste l'impression qu'on disait en langage académique ce que ma mère me disait depuis que j'avais 10 ans quoi, ou 10-11 ans. Mmh. Donc voilà, donc plein de choses comme ça et puis aussi autre chose, une dernière chose et ça vraiment faut pas le dire, mais j'avoue que moi je suis allée en fac d'histoire et j'étais avec Mathilde Larère et Anne Ah! Clerval. Ah oui, donc ouais, forcément la Pour les gens qui question connaissent, féministe vient voilà, voilà. À Bon, bonne école. déclarez pas comme ça, mais bon, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que ça a aussi aidé, je pense que ça a joué aussi, dans mon engagement, enfin voilà. Il y a oui, beaucoup tes études ont forcément voilà, tout à fait, et puis aussi, enfin vraiment, j'ai jamais compris pourquoi enfin, de manière très naïve, mais je pense que la naïveté, c'est bien, on en parlera davantage peut-être. J'ai jamais compris cette idée de l'inégalité. Vraiment, c'est quelque chose qui ne faisait pas sens, qui me rendait en colère, mais une colère vraiment juvénile. Vous voyez, les oui, colères un peu, tu peux pas supporter Viscérale. voilà, l'injustice à la fin. viscérales, Ouais. mais vraiment d'enfant, quoi. De me dire: «Mais Mmh. ça n'a aucun sens, en fait» et jusqu'à Mmh. maintenant, cette colère, demeure en moi. Vraiment, je me dis: «Mais on est là pour peu de temps». Alors, je vais essayer de pas être trop spirituelle parce qu'on est quand même chez l'humain, donc chez les matérialistes, mais bon, voilà, on est là quand même pendant peu de temps. Pourquoi, en fait, on doit souffrir de l'oppression? Ça n'a aucun sens. Mmh. Donc bon, quand j'étais plus jeune, évidemment, je disais pas ça, mais vraiment, c'était vraiment je ne comprends pas cette inégalité, en fait. Donc voilà. C'est vrai. La vie est trop courte pour souffrir Grave, d'espérer de l'égalité, là. quoi! Genre, est-ce qu'on se souvient qu'on est là pendant un clin d'œil et donc on doit souffrir? Mais guys, ça n'a ni queue ni tête. Donc voilà. Tu as fait des références de bell hooks, Mmh mh. des références, afro-américaines, Mmh mh. mais tu te présentes souvent comme afropéenne. Mmh mh. Est-ce que tu peux dire, d'où vient ce concept? Depuis quand tu emploies ce terme? Alors merci, pour cette question. Quand j'ai rencontré ce terme, je l'ai rencontré grâce à Léonora Miano, Mmh. une autrice, franco-camerounaise que j'aime énormément, et qui parle en fait de l'afropéanité et cetera et c'est vrai que moi, en fait, quand je lisais comment dirais-je? Quand je lisais des féministes Américaine? afro-américaines, je les aime beaucoup, j'apprécie beaucoup, elles ont beaucoup irrigué mon travail et Mmh. jusqu'à maintenant, elles irriguent beaucoup mon travail, mais néanmoins, je Il suis te manquait un française. truc, Ouais, ouais. je suis française, et fille d'immigrés, camerounais, donc il y a une question sur la migration qui est en jeu, sur la question du rapport à un territoire, qui a été colonisé, un territoire qui est aussi lointain, un rapport à la migration, vraiment intercontinentale qui forcément fait pas forcément sens Ouais. pour, des Afro-américaines et là quand je parle d'Afro-américaines, je parle vraiment des descendantes d'esclaves, sur le sol américain. Parce qu'évidemment il y a des Caribéens, évidemment il y a eu des migrations intra dans le pays, mais voilà, Mmh. moi je suis camerounaise aussi donc du coup ça me parlait, je trouvais que le terme afropéenne me parlait plus parce que j'ai quand même j'ai grandi ici, je suis née ici. Je pense que
par beaucoup d'aspects, je suis très occidentale. Néanmoins, j'ai aussi grandi dans un environnement très très camerounais en fait, Ouais. aussi très africain, avec des références africaines, un rapport aussi au corps, à la nourriture, à la danse, qui est de mon point de vue, pour pas faire de culturalisme, mais qui est un petit peu quand même différent de d'autres personnes, j'imagine. Et donc ça, c'était important aussi d'en faire état, en fait, tout simplement. Et en plus, j'aime bien utiliser les néologismes, donc j'adore utiliser les néologismes. Je La pense langue est là pour évoluer. C'est son principe tout absolu, à donc fait! c'est très bien. Bah, moi, Je suis contre la rigidité, quoi. j'ai découvert ce terme en préparant cette interview grâce à Karine. Et c'est vrai que c'est super intéressant ce que tu dis, que bah, évidemment, en fait, un vécu de Bell Hooks, de Maya Angelou est afro-américaine, je dis pas une bêtise. Oui, tout Oui, à fait. bien sûr. J'ai eu peur, Ouais. je me Tout à suis dit, fait. oh mon Dieu. Enfin, et puis je peux comprendre qu'il y a un angle mort du coup au récit que toi tu veux mettre en place aussi, quoi. Tout à fait. Ah, je vois une question, je vais y répondre, je pense, c'est une super question. Vas-y, n'hésite Mais pas. juste avant, je veux aussi dire que je pense qu'il y a aussi même si j'y contribue et j'y ai aussi cédé, enfin cédé entre guillemets, je pense qu'aussi en France, on a aussi beaucoup tendance à parler en fait de l'expérience américaine, Hmm. l'expérience noire américaine aussi du racisme, de par la position, je pense, hégémonique des États-Unis, aussi de par le fait que la France peut avoir un beau rôle, Oui, de se puisque rassurer, de dire c'est pire voilà, là-bas. c'est pire là-bas. On a accueilli des personnes noires américaines ici, donc du coup, on peut totalement oublier la manière dont on a traité les intellectuels, les militants africains et caribéens, et on peut les plonger dans l'oubli. Et aussi, du coup, on est moins, en tout cas, moi, j'ai moins de références, j'essaie d'en avoir, mais c'est vrai Mhm. qu'elles viennent pas immédiatement des références avec, par exemple, des des Black Hmm. Brits, des Germains, des Allemands noirs, même des Belges en fait finalement qui ont aussi Oh oui, en ou Belgique des en Espagnols. plus. Bon après je parle pas espagnol, mais néanmoins des Mhm. Espagnols ou des Portugais qui je pense aussi nous sont peut-être plus proches, enfin même si les dynamiques avec les anglophones c'est encore différent parce que les colonisations elles sont un peu différentes, mais c'est- au moins on parlerait je pense plus de colonisation, alors que là bon bah c'est facile aussi de voilà, on a des gars, Rosa Parks, Martin Luther Hmm. King, voilà, Mhm. bon, ils essaient de changer un petit peu, parce que les gens leur ont dit, bon, c'est bien gentil, c'est des Noirs américains, mais il y a quand même eu des Noirs sur le territoire français qui proviennent des colonies, qui ont fait aussi des choses, mais bon, bref. Oui, Donc puis du coup, surtout en France, on aime certaines figures du mouvement des civil rights, mais on se garde bien d'en mentionner d'autres, quoi. c'est ça, On joue toujours sur la dualité, la fausse dualité, Martin Luther King, Malcolm X, quoi. je crois pas qu'Anne Hidalgo a prévu de faire une guerre de Malcolm X, mais bon, peut-être, je peux toujours être surprise, hein. Le Tu monde sais, n'est les pas la municipales, surprise. c'est bientôt, hein. Wow. Je sais pas si c'est projet. Je pense pas que Malcolm X, de toute façon, il aurait envie, mais bon, Non. bref, c'est encore autre chose. Et puis il y a Karine? cette culture francophone en plus qui peut être intéressante justement quand tu parles de franco-camerounaise, de plusieurs. Enfin, la culture francophone, c'est pas la culture française, Tout à quoi. fait, Elle peut être beaucoup Hmm. plus large et ça peut apporter ça, tout à tous ces fait. auteurs différents qu'on n'apprend pas à l'école, par Qu'on exemple. n'apprend pas, tout à fait. En plus, il y a plein d'autres j'ai l'impression que parce que grâce ou parce que je sais pas, aux réseaux sociaux et à l'organisation, de la diffusion, je pense, du Mhm. savoir, il y a et aussi parce qu'il y a les marges qui se font très vocales, et Les tant mieux d'ailleurs. podcasts, par Les exemple, tout ce qui est donc podcasts, les vulgarisation de blogs à concepts, ouais, l'époque, newsletter. les Mhm. newsletters, exactement. Bon, du coup, il y a ces figures qui ont toujours existé, qui sont plus connues. Mhm. Euh, mais c'est vrai que, par exemple, le fait qu'on connaisse, enfin, maintenant, bon, malheureusement, elle est décédée, mais le fait qu'on apprenne encore à connaître une Maryse Condé, le Mhm. fait que là, récemment, il y a un film qui est sorti sur Fanon et il y a beaucoup de gens Oui. qui le connaissaient pas encore, alors qu'il faut Super. savoir que, par exemple, là, j'ai pris des exemples donc de Caribéens. Je crois que Maryse Condé, il me semble, si je dis pas de bêtises, elle est guadeloupéenne. Et Frantz Fanon, c'est un grand auteur martiniquais qui a contribué aussi, d'ailleurs, comment dirais-je, au mouvement des coloniaux algériens. C'est pas décoloniaux le mot, mais j'ai plus le mot anticolonialiste algérien. Bah, c'est des grandes figures, c'est des figures internationales. Faut savoir Ouais. qu'elles sont apprises dans le monde entier. Mhm. Et en France, c'est à peine si on les a Ouais, la mentionnées. première fois que j'ai entendu parler de Fanon, c'était à l'étranger, hein. C'était Bah un ouais. cursus à l'étranger. Bah, ma meilleure amie m'a dit la même chose. Elle est partie en Hongrie. Alors déjà la Ouais. Hongrie, bon voilà. Et bah ils connaissaient, et elle était justement elle était dans un cours avec plein de personnes étrangères. Les gens connaissaient Fanon. Mhm. En France,
Et ma meilleure amie, elle est martiniquaise en plus, en France, mais c'est à peine si... Bon, elle est brillante par ailleurs, mais donc elle le connaissait un peu, mais c'est à peine si on le mentionne. Et là, c'est le premier grand film sur Fanon qui vient de sortir. Fallait voir tout ce que ça a demandé pour qu'il soit voilà, qu'il soit célébré, quoi. Plus Donc diffusé, qu'il par soit ailleurs. diffusé, tout à fait. Il y a eu des problèmes. Enfin, donc voilà, donc c'est quand même ça dit quand même des choses. Et Aimé Césaire aussi, tout à fait. Je vois dans le Bien chat. sûr, Ça me fait penser aussi, on avait l'an dernier un format avec Tani sur Ah les ouais, femmes oubliées. ouais. Et il y avait notamment, J'adore elle avait Tani. fait un format sur Ozan Palsi. Oui, Et je me dis, mais en fait, une Française oscarisée, enfin, c'est mais fou le parcours de cette femme. Elle a été totalement nextée, quoi. totalement, heureusement. Et c'est pour ça que je me dis tout petit, de manière vraiment lente. Il y a un petit changement parce qu'effectivement, il y a une rétrospective au Centre Pompidou l'année dernière, mais par exemple, une de mes amies qui est vraiment quelqu'un qui a vraiment œuvré aussi pour le travail de vulgarisation sur Internet, s'appelle Mélissa, elle m'a fait découvrir, par exemple, cette réalisatrice que je connaissais pas du tout, Sarah Maldoror. Là, de plus en plus, on commence à en parler parce qu'elle a filmé justement enfin, son travail, c'est aussi sur les mouvements anticoloniaux, etc. Ça se fait de plus en plus, mais c'est lent. Après, j'essaie toujours de me dire que les changements, parfois, enfin, en général, les changements, ils sont pas vraiment à vie humaine. Enfin, à la fois, Oui, ils sont à vie humaine et en même mais ils temps, sont ils le sont pas. difficilement mesurables, la vie humaine, parfois. Tout à fait. Et puis même, par exemple, et c'est pas du tout pour s'en féliciter, mais je me dis, voilà, moi, quand j'étais plus jeune, à 18-19 ans, je disais, je suis pas féministe, mais je pense qu'elles ont raison. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles maintenant qui vont pas prononcer cette phrase. Soit elles sont pas féministes, ou si elles sont féministes, elles vont le dire tout de suite. Ce sera même pas une question. Donc, Après, attention, parce qu'il y a des mésistes qui s'affirment féministes Oui. tout en l'étant pas du tout. non, mais On bon, parle mais bon, je parlais on parle pas pas de des l'instrumentalisation. je parlais pas des Pardon, c'était parce qu'il d'impostrices. fallait faire le bingo extrême droite commencé par Julia tout à l'heure. Donc, non, mais voilà, mais je pense qu'il y a quand même des changements qui s'opèrent malgré tout, même si c'est lent, même si c'est lent parce qu'ils sont retenus par le pouvoir. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui sont aussi qui sont de plus en plus dits. Il y a des choses qui sont symboliques et nous, ce qu'on veut, enfin, je pense qu'on est à l'humanité, donc je pense que ce qui compte, c'est quand même les changements matériels. Mais par exemple, je pense à Paulette Nardal, on Bien parle de sûr, plus en plus de les Paulette sœurs Nardal. Nardal. Des sœurs Nardal, typiquement, qui sont donc des autrices, qui sont les mères, en fait, de la négritude. Et pourquoi elles sont les mères de la négritude? Parce que c'est elles qui ont traduit beaucoup de textes de la Harlem Renaissance. Bref, on va pas faire un cours là maintenant. Et qui faisaient des salons Qui et faisaient qui des recevaient. salons et qui traduisaient, en fait, les textes. Mmh. Donc, c'est aussi pour ça qu'Aimé Césaire et Senghor, ils ont pu aussi avoir accès à ça, Accès. Ouais. à ces textes, parce qu'en fait, elle traduisait aussi ces textes. Bon, l'année dernière, pendant les JO, bon, on n'aime pas les JO, etc., mais il y avait une statue. Je me dis, ça aurait été C'est vrai. impossible il y a 10 ans. Mmh. Je dis pas que la statue, clairement, ça va changer les choses, parce que ça va pas changer, ça va pas non plus changer les choses, c'est pas en nommant des choses que, enfin, Bah, c'est pas quand même. en rendant monument que ça change, mais néanmoins, on peut Oui, quand le même, symbole ne suffit pas, mais ça fait quand même plaisir et ça plante des petites graines aussi, quoi. et surtout, ça montre que, en fait, s'ils font ça, c'est qu'ils ont pas le choix. Ouais. Donc, du coup, ils se disent qu'il y a un enjeu de le faire. Et ça, c'est important. De se dire, ah ouais, même si le pouvoir, il est pas immense, c'est pas le pouvoir du grand soir comme on l'aimerait, mais il est quand même présent. Parce que je pense que c'est aussi important, et je veux vraiment en profiter aussi de dire ça. Et on voit avec Solimove aussi pareil. En fait, je pense que quand on est concentré sur la réaction, on oublie qu'on n'a pas, on oublie qu'on a du pouvoir, en fait. Et Mmh. c'est aussi d'ailleurs le rôle des structures oppressives, c'est de nous faire, de nous déposséder de notre pouvoir. Et en fait, on en a. Je dis pas que, encore une fois, on a le pouvoir d'Elon Musk. Mais, tu vois, bingo, extrême droite, là. Allez! Mais on en a. Ouais. Mais justement, sur ça, moi, ce que tu dis sur la dépossession du pouvoir, tout ça, ça me fait penser à une question que Karine t'avait sur le pouvoir financier, en fait. Ouais, bah, sur l'indépendance économique, là, parce que je trouve que dans ton livre et principalement, enfin, aussi dans ton roman Et Refleurir, qui est remarquablement écrit. Oh, merci. Non, c'est un très, très beau récit. Je l'ai fini il y a pas longtemps, en plus. Bah, ça fait Sorti le trop Moi, ça fait longtemps que j'arrive pas à lâcher un livre dans le métro. D'habitude, je suis là, genre, je lis un Ah, entre j'adore, deux arrêts, mais C'est bien d'être là. Ok.
Merci. Oui, tu parles justement de toutes ces femmes qui sont sans cesse mises en difficulté financière parce qu'elles et entraînées vers la précarité, c'est quand même au cœur, parce qu'elles sont veuves, parce qu'elles ont des enfants à charge et que le mec il assume pas, le Tout à père fait. s'en va, parce que les frères ou compagnons, ben ils récupèrent, ils s'approprient l'argent Tout à fait. gagné. Est-ce que tu penses qu'on sous-estime la dépendance économique des femmes pour accéder à leur émancipation? Oui, je pense que vraiment c'est clé, hein, c'est fondamental. Je pense que pourquoi? Ne serait-ce que parce qu'en fait, si tu as une indépendance financière et je pense que mentalement, tu peux te dire: «OK, je peux partir». Alors que quand tu n'en as pas et surtout quand tu as quand tu des enfants, parce que moi encore je suis célibataire, donc c'est encore autre chose. Mais quand tu sais que tu as une bouche à nourrir, c'est cette espèce de poids en te disant: «Mais en fait, Mmh. comment je vais faire? Ça se trouve, j'ai pas accès aux cartes bleues, je j'ai pas de travail ou j'ai du un travail mais c'est pas assez cher. Comment je vais faire pour déménager? Trouver un appartement? Est-ce que j'ai des fiches de paie?» et cetera et cetera. Tout ça, ça met un poids, sur, les femmes qui aimeraient, s'émanciper tout simplement. Hem, Mmh ah non, mh. je crois que tu voulais dire quelque chose. Non, c'était alors par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je fais un petit retour arrière, mais ça m'aurait intéressé de savoir justement, quel a été peut-être le point de bascule sur, le moment où tu as commencé à te définir comme féministe, Est-ce que tu te souviens s'il y a eu un point de bascule? Parce que tu disais: «Je disais pas que j'étais féministe, mais j'étais d'accord avec elle» et finalement, où est-ce que ça fait j'imagine que ça fait progressivement, mais est-ce que tu te souviens à partir de quand tu as commencé à te définir comme telle? Est-ce que ça a changé pour toi peut-être de le verbaliser ou au contraire ça a pas changé grand-chose? Je crois que c'était à 19-20 ans, j'étais sur un forum avec plein de femmes, qui s'appelaient Mademoiselle à l'époque Oh. et ouais, là, on va dans les archives là. Et en fait, sur ce forum, il y avait plein de féministes et à chaque fois je me disais: «Mais elles ont raison». Et en plus, je lisais toujours des féministes qui étaient ultra radicales, et je me disais: «Oh là là, elles sont quand même radicales». Mais ça me faisait du bien en fait Mmh. de lire Mmh. des féministes Des radicales en fait. paroles. Ça t'a Heu ouvert ta fenêtre ouais, d'Overton à toi, quoi. exactement, c'était vraiment ça, c'était vraiment la fenêtre d'Overton, ça me l'a vraiment ouvert. Et après à un moment, je me suis dit: «Mais meuf, arrête de dire que tu es pas féministe parce qu'en fait tu es féministe». Et quand j'ai dit ça, personne n'était surpris. Tout le monde était en mode: «Bah, un bonnet blanc». «Ah bon?» Donc voilà, mais je crois que c'était vers la vingtaine, ouais, début vingtaine, je pense 20-21 ans, où en fait, je trouvais que c'était vraiment un disclaimer inutile. Ça avait ni queue ni Mmh. tête, en fait. Je venais dire: «Je suis pas féministe» et en fait, je pense qu'aussi, le fait de me dire ça, c'est parce que j'avais peur de la réaction des autres Mmh. et je pense qu'au bout d'un moment, je me suis dit: Évidemment. «C'est bon, fuck it», excusez-moi, mais on a le droit de jurer ici, je me suis dit: «Non, Oui, on a le mais droit. Ouais, tu as le droit. c'est bon». Non, mais je me suis dit: «Mais en fait, peu importe, en fait. On va me prendre comme on va me prendre et puis voilà et puis en plus, elles ont raison donc pourquoi je» bah, en fait, je fais partie en fait, je Mmh. suis féministe Oui, donc tu avais pris ta place, quoi, hein, tout tu à avais fait. une place. Et je pense que ce qui m'a aussi beaucoup aidée, c'était aussi de me dire que, j'étais afroféministe. Donc c'est-à-dire que j'avais aussi trouvé un espace où la question raciale et la question de genre, des discriminations de genre et la question des discriminations liées à, la «race» entre guillemets, on va dire ça vraiment très rapidement, ben, en fait, c'était lié. Et en Mmh. fait, je me suis dit: «Mais c'est littéralement ce que ma mère me dit depuis que je suis petite, donc ça fait sens, en fait». Ça fait en fait, Mmh. c'est comme si vraiment je me suis dit: «Mais bien sûr, c'est logique», comme si je c'était quelque chose que je savais déjà. Donc en fait, je ne pas me reconnaître là, bon déjà afroféministe, je pense aussi c'était quelque chose qui a été le terme, pas le mouvement, Mmh. le terme, c'était quelque chose aussi qui a été créé en collaboration avec des gens que je respectais énormément et cetera. Donc du coup, ça me paraissait aller de soi. Hem, mais du coup, c'est vraiment je me suis dit: «Mais c'est moi, en fait». Enfin pas c'est moi parce que c'est pas une identité, mais c'est vraiment ce en quoi je crois. Ce sont des valeurs que je qui me parlent, en fait, qui font sens donc pourquoi j'en aurais honte? Mmh. Une Surtout quand on sait ce communauté, que ouais. c'est que le féminisme, c'est vraiment un et l'afroféminisme, c'est des mouvements d'émancipation, de libération, en fait, Mmh. c'est beau, Ouais. c'est Mmh mh. magnifique, en fait. C'est de se dire qu'on a le droit d'exister, de se tenir droite et de pas être exploité. Mmh. Waouh, c'est génial! Bah, ça fait chaud ici, quoi. Ça irradie un petit peu, C'est ça rend, clair! on courbe moins les épaules. Mais c'est ça! Et justement, sur ce que tu dis sur l'afroféminisme, moi je me souviens, on a reçu Angela Davis à la Fête de l'Humanité Canon. cette année, c'était un magnifique moment et peut-être on va voir à l'écran, mais elle nous a dit cette chose qui m'a beaucoup marquée, c'est: «Lorsque ce sont les droits des femmes noires qui avancent, tous les droits de tout le monde avancent». Parce qu'on est sur des groupes ultra minorisés, c'est les groupes les plus minorisés
forcément que avancer leurs droits, ça va rapporter à tout le monde. Et est-ce que toi, c'est une observation que tu partages? Moi, je pense qu'effectivement, quand on parle des femmes noires, on parle de l'humanité. Donc, ce qui touche des femmes noires, en plus, comme c'est un groupe quand même extrêmement divers, il y a Oui, des femmes noires d'orientation de genre différents, il y a des femmes noires, enfin, d'orientation de genre, je veux dire, juste, c'est pas ça que je voulais dire. Euh, d'expression de genre. D'expression de oui, d'expression de genre, mais même aussi qui appartiennent à qui sont, homosexuelles, enfin qui sont Mm. lesbiennes, qui sont queer, qui sont des femmes trans aussi, enfin intersexes et cetera. Il y a des femmes qui sont, des femmes noires musulmanes, il y a des femmes noires, juives, il y a des femmes noires, grosses, il y a des femmes noires travailleuses du sexe, il y a des femmes noires voilà. Je pense que considérer que ces personnes appartiennent à un groupe enfin appartiennent à l'humanité et, et ça, c'est moi en tant que fille de gauche, je considère qu'appartenir à l'humanité, ça veut dire avoir droit à une vie douce et Mm. remplie et pleine et libre et vibrante. Quel que soit ce que ça veut dire, tout le monde n'est pas obligé d'être poétesse, hein. On peut vibrer dans son jardin, hein. Bien sûr. Moi, je dis Droit à la joie. voilà, voilà, Ouais. le droit à la joie, le droit à la douceur, à la protection, à la liberté. Euh, ben, je crois que si on regarde les femmes noires et comment elles sont traitées et tout ce qui les empêche dans cette joie, dans cette liberté, dans cette expression d'elles-mêmes, qui leur permettent d'expérimenter cette vie le plus Librement. librement, joyeusement, pleinement possible, je pense qu'effectivement, si on essaye de faire en sorte que ces oppressions reculent, ça allège beaucoup de gens aussi. Ouais. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres aussi groupes qui sont concernés. Je pense à ça parce que je viens de voir Angela Davis qui a un kéfi et du coup je pense au Oui. génocide et je me dis bah là aussi c'est pareil en fait au génocide à Gaza. Là Elle on en avait a elle en avait parlé de mémoire d'ailleurs dans cette table ronde qu'il y a eu à la Fête de l'Humanité. C'était assez émouvant. tout à fait en fait ces génocides qui déshumanisent Mm. enfin vraiment en fait ce qui nous flétrissent en fait enfin le fait de de voir qu'il se passe rien enfin c'est comme si ça disloquait l'âme vraiment hein, je pense hein, vraiment je pense qu'on marche en étant Mm. disloqué quoi enfin ces génocides qui arrivent aussi enfin ces crimes qui arrivent au Soudan ce qui se passe au Congo tout ça en fait quand on pense à un monde qui fait en sorte que les personnes qui sont les plus minorisées, les plus oppressées peuvent vivre et vibrer, je pense que ça nous élève tous. Mm. On s'élève tous. Et les femmes noires en font partie, mais il y a évidemment d'autres groupes, je pense à ça. Il y a d'autres groupes aussi qui, en les élevant, on s'élève tous. Et est-ce que c'est pas notre but? C'est très peut-être spirituel cette manière de penser, mais ça se Oh, ça concrétise. peut être matériel aussi. Non, mais ça se concrétise. D'ailleurs, pour moi, Ouais. c'est pas du tout antinomique. Je veux dire, ça se matérialise aussi. Enfin, je pense que c'est aussi l'objectif des mouvements de gauche, objectivement, l'élévation. Anticapitaliste aussi, de Tout ne pas à fait. détruire, de ne pas être dans la compétition, mais au contraire dans l'émancipation et l'élévation. Tout à fait. Et vibrer et vivre. Mm. Voilà. Bah écoute, c'était C'est un long, d'ailleurs dans long le chat. Conseil national de résistance, elle appelait son programme Les Jours Heureux. Je trouve qu'on y retombe, quoi. Mais totalement, mais à chaque fois j'en parle et à chaque fois je dis ça et puis enfin je pense qu'aussi parfois et j'en profite parce que je suis allumée donc je peux faire pas mon coup de gueule mais je pense qu'on oublie à quel point c'est magistral que des gens dans les années que ce soit au 19e siècle au 20e siècle ont pensé l'émancipation. Franchement, fallait être fou. Mais oui. Fallait être fou en fait pour pouvoir imaginer un autre monde dans des conditions pareilles. Et même dans des périodes de destruction totale. De- Enfin, après-guerre, on était tout le monde était malade, fatigué, mort, et c'est là où on a créé l'émancipation pour tous, les services publics, la sécurité sociale, c'est quand même extraordinaire. Moi, je suis désolée. Moi, je pense qu'il faut être au dehors de la raison. Et du coup, je suis sûre qu'il y avait il y avait quand même un côté de foi, de spiritualité, parce que pour penser à ça, à ces moments-là, il faut sortir de soi-même. Mm. Faut se dire que tout est possible. Mais c'est magistral, c'est magique. Et c'est vraiment notre héritage en plus. Ouais. Enfin, Est-ce que Bell Hooks, avec son côté justement assez spirituel, qui est dans un parallèle avec son académisme, en fait, que Bell Hooks, c'est assez incroyable la façon dont, dans ses ouvrages, elle est à la fois très universitaire et puis à la fois très spirituelle. Ça t'a apporté aussi dans tes réflexions? C'est quelque chose que... j'adore Bell Hooks. J'adore Bell Hooks pour ça. En plus, cette capacité à, comme tu dis, à changer
de langage et c'est toujours, enfin, je trouve que c'est très intelligible. Et, Mhm. et j'ai un sentiment aussi quand je relis ça, qu'il y a des fois où j'ai compris quelque chose. Quand je lis son livre, par exemple, à propos d'amour, on parle beaucoup d'à Ouais, propos d'amour, d'amour. mais par exemple, je relis à propos d'amour, et bon, il y a sur certaines choses, je me dis, oui, bon, d'accord, je savais. Mais quand elle parle du divin, par exemple, et c'est juste après, elle nous a fait tous des textes sur l'émancipation anticapitaliste et le patriarcat et l'antiracisme et le racisme, puis elle parle du divin, et je me dis, ah ouais, mais tellement, je comprends ce qu'elle veut dire. Et vraiment, mais parce que je pense que c'est des langues qui sont similaires. Vraiment, pour moi, je me dis, j'arrive aussi parfois à ces endroits-là parce que j'ai eu un héritage matérialiste, parce que aussi j'ai été accompagnée par des héritages de personnes qui ont cru quand c'était impossible. Franchement, j'imagine les communards aussi, fallait être fou pour croire à ça, en fait. Fallait être fou pour croire à un monde meilleur. Et jusqu'à maintenant, et encore plus maintenant, ou toujours maintenant, il faut être fou pour croire à un monde meilleur. Il faut être en dehors de la raison, en fait. Et pourtant, c'est ça qui nous élève, justement. Ouais. Ou est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que la folie, c'est pas justement d'être dans dans la compétition, dans le piétinage du voisin, de pas être dans l'attention à l'autre? C'est peut-être ça la folie en fait. Peut-être, hein, moi, je prends ta version. Je pense qu'on prend tous la version, mais si. Moi, je prends ta version, c'est eux qui sont fous. Et en plus, ils sont pas heureux. Moi, c'est ma Mais théorie. oui. Ou peut-être que c'est des joies différentes, mais ils ont pas l'air de kiffer personnellement, hein. Et on parle là de s'émanciper en esprit, tout ça. Nous aussi, on voulait revenir Ouais, avec carrément. toi sur le corps. Ouais, ton essai. Mhm. Sur ton essai Je suis votre pire cauchemar, Mhm. où tu interroges les fondements de la grossophobie. Où Mhm. d'ailleurs, tu montres d'où ça vient, que ça vient de la société esclavagiste, en grande partie, tout ça. Et tu montres aussi comment la beauté, c'est une construction sociale. Selon la société, c'est quoi un corps beau? Alors, je vais juste faire une petite parenthèse en disant je ne montre pas, parce que je pense que Oui, c'est important de tu rendre parles. hommage à plein de chercheurs qui ont fait ce travail. J'ai Hmm. pas, c'est Dashaun qui avait fait Belly of the Beast. Il y a plein de textes qui ont été écrits sur la beauté avant moi, mais c'est important de s'ancrer De aussi, s'inscrire de dans une s'inscrire dans une continuité. idée. Ouais. J'ai absolument rien inventé. Lisez quand même, je suis votre pire cauchemar, hein. Ça vous donne une petite entrée, mais vraiment, Et il il y y a a une super bibliographie en Ouais, plus. bah parce Voilà. qu'en fait, moi, je m'inscris dans une Mm. lignée, j'invente rien. On a des chercheurs incroyables, chercheurs, chercheuses, qui font des travaux exceptionnels et c'est important de leur rendre hommage. Voilà. Euh, pour moi, un corbeau, en tout cas, ce qu'on nous dit dans la société, on va commencer comme ça. Ce que dit la société, c'est qu'un corbeau, c'est un corps mince. Et quand je dis un corps beau, je vais même dire un corps de femme beau. D'accord? C'est un corps Mhm. mince, jeune, qui a l'air donc visiblement jeune, donc j'irais sans rides, frêle, dominable finalement, petit, étroit et d'une beauté qui ne bouge pas. Donc on Mm. va dire, je pense que pour les codes, en tout cas ce qu'on essaie de nous vendre, c'est que la meilleure période de ta vie, c'est 21 ans quand t'es une femme et il faut être blanche. Donc si t'es pas blanche déjà, bon, good luck. Ouais, pas de meilleur moment de ta vie, Voilà, apparemment. si t'as pas les cheveux, ou si tu veux atteindre le meilleur moment de ta vie, achète un maximum de produits, Mm. change ton corps au maximum pour atteindre ça. Et même quand t'es une femme blanche mince, parce qu'en plus moi j'ai eu la chance d'être entourée de femmes blanches minces, certaines étaient bourgeoises, elles étaient même pas bien. Donc parce qu'il faut évidemment pas que les femmes, y compris les femmes belles, soient en agentivité face à leur pouvoir. Bien sûr. Dans le sens où il faut pas qu'elles l'utilisent quand même. Faut pas exagérer. Faut pas déconner. Elles ont le droit d'être belles, mais comme des objets. Mais Tu oui, vois. oui, oui. Pas fière. Surtout Non, pas pas fière. fière, pas arrogante, Et il faut comme pas tu dis, qu'elles c'est Pas prétendent. tu peux être belle, bruyante. mais attention, de toute façon, ça ne va pas durer. C'est ça, et Allez, puis à 25 ans, c'est fini. il faut que tu la boucles aussi. Oui, Enfin c'est voilà. ça. Pas bruyante, tu prends pas de place. Exactement. Et franchement, excusez-moi, mais la meilleure période de ta vie à 21 ans, quelle horreur! Je pars un coup de gueule! Mon Dieu, c'est horrible! Et puis aussi, ça te met dans, comme on le dit, voilà, comme on le dit tout ensemble, je crois, ça te met aussi dans des stratégies où t'as peur, en fait. À chaque instant, ta beauté, elle s'effondrer, et puis si t'es plus belle, t'existes pas. Alors, c'est très angoissant. Je pense que c'est aussi beaucoup de personnes qui sont angoissées aussi par rapport à ça, qui sont complexées. Après, j'utilise beaucoup le mot complexé, mais en fait, je suis pas sûre que je l'aime bien. Parce que complexé, c'est un peu limitant. Hmm. En gros, Jugeant presque. Ouais. dans le sens où c'est toi qui es complexé, c'est toi le problème. Mm. Mhm. On n'est pas dans une... Ou fille, on n'est pas dans une... Gars étant neutre. Mais on pourrait utiliser d'autres mots, bref.
comment tu veux ne pas être complexé, en fait, dans ce Ouais. monde? On- Et pour toi, c'est quoi un corps beau, justement? Je Pour crois toi? pour moi, c'est tous les corps. La Mm. vie, c'est magnifique. Je suis désolée, je pense qu'on se rend pas compte à quel point un corps, c'est magnifique. Un corps, c'est vibrant. C'est le témoignage de milliers et milliers de vies qui nous font amener jusqu'à là. C'est littéralement le temple de nos rêves, de nos espoirs, de nos orgasmes, de nos souvenirs, de nos beautés à vivre, de nos rires à vivre. Ouais. C'est magnifique un corps, en fait. On peut manger, moi j'adore manger. On peut boire, on peut dormir, on peut créer, on peut rêver, on peut embrasser, on peut tenir, on peut soutenir. Mais tous les corps sont beaux, en fait, dans cette logique-là. Après, évidemment, moi, je suis matrixée. Des fois, quand je regarde mon corps, je me dis, t'es trop grosse. Et après, je me dis, mais souviens-toi, en fait. C'est à toi de Souviens-toi. comment ton corps te porte au quotidien Mais aussi. c'est ça. Et comment il est le temple aussi de beaucoup de Mm. choses. Sans lui, qu'est-ce que tu fais? Rien. Donc, et puis, toute cette potentialité, en fait, toutes ces choses qui sont encore possibles, qui vont peut-être advenir, qui vont venir de toi. Tous ces moments, tous ces rires, tous ces espoirs, tous ces rêves, toutes ces créations, quelles qu'elles soient, hein. Ouais. Mm. Mais comment on peut pas se dire que c'est pas beau, ça? Et le chérir. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit vous dites les termes, mais c'est clairement ça. C'est qu'en t'écoutant, ça met du baume en fait. C'est-à-dire que t'as une forme de colère, mais qui est aussi, enfin, je trouve, qui est dans un parallèle avec une forme d'apaisement et de joie de vivre. C'est assez fascinant. Bravo. Merci. Tu C'est serais pas vraiment, écrivain ou quoi? ah, comment fais-tu? Parce que c'est vrai qu'avec le militantisme, parfois on est épuisé et Bah oui. à t'écouter, voilà, c'est plein d'énergie quoi. Bah après, je pense que déjà, je suis pas forcément tout le temps face aux choses horribles. Mm. Donc moi, je pense que c'est important de le dire parce que je suis quand même privilégiée, guys. Genre, je suis pas en train je suis pas à Gaza, quoi. Donc, Oui. même sans être à Gaza, je veux dire, je suis pas, tu vois, t'es avocate, t'es confrontée constamment à la connerie des gens, à la connerie des institutions, mais on serait fatigué à moi. Bah, voilà. Donc déjà, je pense que ça mène. Je pense que visiblement, certaines personnes m'ont dit que j'ai une capacité à la joie qui est plus simple que d'autres. Donc je pense que du coup, c'est mon rôle d'être un peu en mode non, mais n'oubliez pas, ça va quand même. Voilà. Il y a plein de choses belles à vivre. Ouais, et on est beau en fait. Ouais. Et on est beau d'une manière qui est pas ce qu'on nous dit en fait. Et aussi, après, c'est très égoïste, hein, c'est parce que moi, je veux qu'il y ait plein de gens qui dansent avec moi. Je veux que les gens soient heureux avec moi. J'ai besoin que les gens soient heureux avec moi. Donc, je dis aux gens, allez, venez, parce qu'en fait, j'ai besoin de camarades de jeu. T'as besoin de vivre ta joie en collectif. Parce que la joie seule, c'est un peu boring, quoi. Bah, Désolée pour l'anglicisme, il en fallait au moins, hein. Mais voilà, mais je pense que du coup, ça aide. Et je pense aussi que, comme je suis poétesse, et je suis souvent dans ma tête, je suis souvent dans les nuages, mais aussi je crée beaucoup. Et du coup, je crois que j'ai alors, je vais pas vous cacher, c'est très dur pour moi d'écrire, hein. C'est le seul truc que je sais faire de ma vie, mais c'est dur. Mais du coup, je crée, tu vois. Et donc, je suis enfin, ma capacité de pouvoir, elle est là, tout de suite. Et je pense que comme je passe beaucoup de temps à réfléchir à ça, du coup, j'en ai vraiment conscience. Mais voilà, mais je pense que je sais pas quoi dire d'autre, mais Mais il y a un rapport, moi, il y a quelque chose, quand tu parlais du corps, enfin, souvent les femmes, elles sont renvoyées, enfin, toujours, sont renvoyées à leur corps. Mmh Et je trouve dans tes textes, notamment, je reviens au roman, mh. qui n'est pas que roman, puisqu'il y a Mmh. aussi scandé à chaque chapitre par Mmh. des poèmes. Mmh. Et à un moment, tu parles de patrimoine. Mmh. Et j'aimerais bien que tu nous développes ça, parce que sur ce que peut être comme richesse le corps pour une femme, peut-être. Enfin, qu'est-ce que tu voulais dire avec ce très beau terme? Merci. Moi, je pense que vraiment, comment dirais-je? Parce que j'ai passé beaucoup de temps à détester ce corps. J'ai on m'a appris à le détester, hein. On m'a plus facilement appris à me détester. Après, on m'a dit: «Aime-toi!» C'était vraiment bancal. Mais bon, on en parlera tout à l'heure de ça. Je pense qu'il a fallu pour moi une manière de récupérer ce corps et de, me rappeler que ce corps, il est aussi, le témoignage de mes ancêtres. Et comme je suis une femme, en France, la question des origines, notamment les origines subsahariennes, c'est pas très bien vu. Ça a demandé tout un travail sur moi-même et il faut savoir qu'Héroï Fleurir, c'est donc, l'histoire d'une femme, qui, décide qu'elle mérite mieux
et qui part de son village et qui vit plein d'aventures. Bref, c'est l'histoire de ma grand-mère. Et donc du coup, je crois que la question du patrimoine, je voulais raconter ça en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière nos peaux? Qu'est-ce qu'il y a derrière nos corps? Au-delà comment dirais-je, de ce à quoi on s'attache, et c'est pas nous, hein, c'est vraiment la société nous rappelle que on n'est pas assez ou on est trop. Par exemple, moi, je serais trop grosse, ou je suis pas assez jeune, ou je suis pas assez mince, ou bref, peu importe. En fait, je me suis rappelé que mon corps, il est autre chose. Il est le témoignage et en même temps la maison d'autre chose. Donc moi, ce qui me parlait, c'était le rapport aux ancêtres, le rapport à Agnocogne, mon village natal où je ne vais pas souvent, mais je porte ça en fait. Et ça, du coup, ça décale un peu du coup, je crois que ça décale le regard. Mm. Je regarde plus seulement mon corps comme étant pas assez dans les normes de beauté, mais maintenant, il devient le témoignage d'une histoire multicentenaire. Donc, Ouais. c'est pas exactement la même Oui, chose. tu t'as plus le même rapport juste jugeant que tu pouvais avoir sur ce corps ou juste, on va dire, esthétique avec tous les grands guillemets que ça comporte, quoi. Tout à fait. Et puis, du coup, il y a aussi une question, mais là, je pense que c'est aussi, encore une fois, ma perspective sur beaucoup de choses qui a changé, à la fois de la question qui vient, encore une fois, je pense que c'est important, et je pense, chez plein de gens, ça peut être le cas, qui vient d'abord des matérialistes, mais aussi qui porte un héritage spirituel qui est aussi un héritage qui est le mien. C'est que je me dis, mais en fait, du coup, et ça, je pense que j'en parle un petit peu dans Je suis votre pire cauchemar, mais là, j'approfondis sur la question. Si on nous dit constamment que nos corps manquent de quelque chose, manquent de beauté, manquent de capital, manquent de quelque chose, c'est beaucoup plus facile de nous opprimer, de nous hiérarchiser, de nous classer, de légitimer une forme de violence qu'on Mm. mériterait de manière intrinsèque. Mais si tu commences à dire que ton propre corps, en fait, il est magistral et magnifique pour des choses qui dépassent des classements de beauté, c'est plus difficile d'accepter l'oppression. Ouais. C'est beaucoup plus difficile de se dire: «Ah non, mais attends, tous mes ancêtres, toute une lignée», et moi j'ai plein de frères et sœurs, enfin j'ai des frères et sœurs d'ailleurs, et donc du coup, je suis pas la seule, mais moi je porte une lignée. Mmh. Et on porte tous en fait une Mm. lignée avec nous, hein. Parfois on n'a pas forcément les mêmes rapports avec, nos parents ou nos racines, mais néanmoins on porte des lignées. Oui, on est plus grand que soi-même On est aussi. beaucoup plus grand, on est à la fois tout Mm. petit et à la fois on est beaucoup plus grand que nous-mêmes en fait. Donc qu'est-ce qui justifie qu'on nous dise: «Ah oui, mais parce que du coup, tu as 1 an de plus ou 10 ans de plus ou 15 ans de plus que genre la date de péremption, déclarée, ça mérite que du coup tu sois, violenté, oppressé, et cetera». Mais ça n'a aucun Ouais, sens! encore plus, comme Encore tu une dis, en encore ayant ça aucun en tête. sens. Moi, je me permets de revenir sur la poésie, Oui. parce que tu as dit: «La poésie est une autre de mes langues». Mmh. Depuis quand est-ce que tu as commencé à En fait, écrire j'ai de la toujours écrit de la poésie? poésie. Toujours? Mais ne mentez pas, combien d'entre vous ont écrit des poèmes chez vous quand vous étiez petits? Ah mais moi, mon journal doit en être plein, Voilà. mais et c'est quand est-ce que tu t'es dit: «Je veux publier ça»? Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance, ou le privilège, je sais pas, un des 2 sûrement, hem, de rencontrer d'autres autrices qui me ressemblaient. Parce que moi, j'ai toujours voulu être écrivain, toujours. J'ai toujours écrit, mais pendant très longtemps, et c'est normal d'ailleurs, elle a pas tort, ma mère me disait: «Mais OK, mais comment tu vas vivre?» Elle a pas tort d'ailleurs. Oui, Heu, c'est une crainte qu'ont beaucoup de parents, de toute façon, hein, Tout à fait, et encore plus quand tu es des Oui. personnes immigrées, qui sont dans le pays depuis, comparativement à d'autres, beaucoup moins longtemps, qui ont des racines un peu plus friables, on va dire, que d'autres, donc ça se comprend. Mais du coup, c'est un rêve que je mettais un peu de côté. J'ai toujours écrit, mais je mettais ça de côté. En fait, j'ai rencontré des femmes qui me ressemblaient, qui écrivaient. Et moi, en fait, il faut savoir quelque chose, c'est que, je suis un peu envieuse. Quelqu'un m'a dit: «Faut que tu arrêtes de dire ça», mais c'est un peu vrai. Je regarde les autres et je me dis: «Mais moi, je le fais pas, mais ça me saoule». Et donc moi, quelque chose qui me saoule vraiment, c'est de ne pas réaliser mes rêves. Je suis vraiment un enfant par rapport à ça. Mais tu un côté un peu: «Mais pourquoi pas moi?» Mais vraiment, vraiment, je me dis: «Mais pourquoi pas moi?» Et surtout, à la fin de ma vie, j'ai pas envie d'être aigrie, ce qui est mon Mmh. pire cauchemar, vraiment pour le coup. Je me dis: «Je ne veux pas être à la fin de cette vie et me dire: "Je suis passée à côté de quelque chose".» Et comme je trouve que, en général, j'aime bien rencontrer des gens, j'ai pas envie d'être jalouse.
j'ai pas envie de me dire je suis jalouse parce qu'il m'a manqué quelque chose, il m'a manqué Mmh. de courage, j'ai eu peur, etc. J'ai toujours peur, hein. Je suis une flippette. Mais Ça se voit j'ai pas du tout. ah C'est ouais? vrai? Si, j'ai souvent peur, mais j'ai peur d'un quelque chose qui est plus grand, qui est passer à côté de ma vie. Oui. Ça, c'est une peur Mmh. vraiment fondamentale. Mais de toute Donc, façon, le vrai courage, c'est d'avoir peur et d'y aller, en oui, fait. Exactement. ouais, mais après, quand t'as pas le choix, Oui, bien j'essaie de sûr. pas y aller, hein, ça c'est mal fini. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a vraiment poussée, vraiment d'être entourée de personnes auxquelles je pouvais me référer, qui en fait me disaient, mais en fait, ton rêve est possible. Parce que là, vous me voyez, j'ai 33 ans. Mais quand j'avais 22, 23 ans, j'avais encore plus peur. Je mettais beaucoup de temps à faire des choses. Je me disais, bon. Euh, merci. 106, 33 000. Ah. Et je suis d'accord. On a vraiment une commu qui est vraiment trop cool. Merci le chat hein, pour Trop vos chaud, interventions. merci. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous le dis. Mais ce que je voulais dire, ouais, voilà, c'est juste que j'ai eu la chance d'avoir des étoiles qui étaient proches, qui me ressemblaient. Et du coup, je me suis dit, mais allez, moi aussi, j'y vais. Alors, est-ce que j'aurais pu imaginer qu'il allait se passer tout ce qui s'est passé avec Un Nos Humanités Révoltées? Absolument pas. J'ai pas écrit pour ça, j'ai écrit parce que j'étais en vrac et il fallait écrire. Ouais, t'avais un Euh, besoin viscéral. Tout à fait. Et c'est pour ça que la poésie, c'est la vie aussi par rapport à ça. Et autre chose, je pense qu'aussi j'ai rencontré d'autres types d'écriture aussi, d'autres types de poésie. Euh, donc en fait, je pense que j'avais aussi un rapport à la poésie qui était un peu moins distant que d'autres personnes peuvent. Que... Non, ma phrase est pas bonne. J'avais un rapport à la poésie qui était moins distant que pour d'autres personnes. Hmm. C'est toujours pas bon, mais bon, c'est Oui, pas grave. mais on voit ce que tu veux Vous dire. avez compris. Peut-être moins Ça paraissait stéréotypé, moins c'est ça. éloigné, quoi, Oui, puis moins dans la vraiment. pratique, peut-être. Oui, puis moi vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais la poésie vraiment non. Jusqu'à maintenant, on continue à me dire ça, non, vraiment la poésie, ça change hein, par rapport à 2018, mais vraiment on me dit, je pense que plein de poétesses, je vais faire des petits shout-out, comme Douce Dibondo, ou Lisette Lombé, ou Joël Sambi, ou Rim Batal, je pense que beaucoup d'entre elles ont pu entendre aussi ça. Moi, on m'a dit vraiment la poésie, c'est pas mon truc. Parce qu'on a un souvenir de la poésie qu'il faut apprendre par cœur, avec aucune sensation, aucune émotion, et juste la note. Ouais. Ce qui est quand même la pire manière d'apprendre la poésie. Et les alexandrins ou c'est peut-être des formes très classiques, très très cadrées, restreintes. Restreinte, cadrée, incompréhensible aussi. On comprend pas parce que moi je comprends ça que récemment. Ah, je me dis ah ouais quand même ils étaient forts. Mais et puis des gens qui sont morts il y a 200 ans. Moi j'ai rien ou 300 ans, 400 ans même. J'ai rien vraiment contre ce qu'on appelle les classiques. Mais comment voulez-vous que les gens ils se voient? Eux, enfin les personnes, ces poètes, même Victor Hugo, etc., ils écrivaient pour leurs contemporains. Bien sûr. Donc si on veut apprendre la poésie, il faut apprendre la poésie contemporaine, même si on veut prendre des formes rigides, etc. en fait. Parce que sinon, ça n'a aucun sens en fait. Et c'est pour ça qu'en plus, on note les gens, on leur dit, allez, vas-y, va devant toute la classe et récite un truc. Mais non, mais c'est le pire truc ever. Puis c'est très triste de pas s'ouvrir à la poésie contemporaine, ne serait-ce que pour la culture générale des élèves, en fait. Et ce qu'on disait sur aussi l'accessibilité du rêve, d'avoir des petites filles qui se disent, ah ben en fait, c'est possible. S'il y a quelqu'un là aujourd'hui qui est encore vivante et qui le fait, pourquoi pas, quoi. Moi, Ok. Ah, pardon, Non, excuse-moi. vas-y. Non, je pensais la poésie, ça peut être aussi du rap, ça peut être Oui, une autre Du slam, façon, du ouais. slam, une autre façon je suis d'accord. d'écrire, chanter. Tout à fait. Pardon. Et du coup, je Non, t'ai non, coupé. mais tout à fait, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, je dis que souvent, moi, j'ai écrit quand j'étais plus petite, parce que j'écoutais, bon, maintenant, il est un peu daté, mais j'écoutais Kerry James. J'écoutais les textes de Kerry Ouais, James qui ouais. me prenaient au ventre. En plus, c'était pendant tout ce qui se passait aussi en 2005, etc. Donc, et c'est ça aussi qui me poussait à écrire d'autres choses. J'écrivais pas forcément des choses engagées, mais ça me faisait me dire, ah ouais, mais je peux écrire aussi. Et donc oui, je pense il y a ça. Et puis moi, j'ai été du coup, j'ai eu la chance de rencontrer des collégiens, des lycéens qui ont vu aussi. Moi, parfois, je viens avec une t-shirt, ah, il y en a comme moi. Ils voient, en fait, ah, les poétesses, ok, ça peut être ça. C'est pas Ouais. forcément ça. Il y a plein de types de poètes différents. Et moi, je suis impressionnée par plein de types de poétesses, poètes, femmes aussi, parce qu'il y a plein de femmes poètes qui n'aiment pas le mot poétesse. Plein de poètes aussi qui ne sont pas des femmes. Mais néanmoins, c'est important qu'il et elle puissent se dire ah mon rêve peut exister dans cette forme-là vraiment puisque moi c'est ça aussi qui m'a fait me dire allez vas-y et ça vraiment
Franchement, j'avoue, c'est l'un des meilleurs trucs que j'ai fait de ma vie, je pense. Bon, Mais bravo alors, en tout cas. Pardon. ouais, pardon. Mais juste, on arrive à la fin. Bah Donc, oui, je est-ce parle que vous beaucoup. auriez une Ensuite, dernière déjà. question, Karine, Violaine? Ah On a là trop là, parlé. qu'est-ce que Ben oui, mais c'est je... très bien, c'est ce qu'il faut. Enfin, j'ai trop parlé. Non, c'était super, Non, franchement. moi j'avais peut-être une petite question sur. Voilà, moi j'en avais deux. Parce que moi je trouve ça dingue que tu dises que le roman pour toi c'est plus compliqué à écrire que la poésie. Mhm, Et ça m'interroge vraiment. mhm. Et ce que je voulais savoir aussi, c'est pourquoi tu mêles vachement de récits personnels et dans tes essais et dans tes. Il y a beaucoup d'intime Tout à dedans. fait. Et est-ce que c'est parce que c'est une façon de t'inscrire aussi dans les écrits féministes très incarnés, ou est-ce que c'est obligatoire? Enfin, d'où ça vient? Merci pour cette question. Parfois, je m'en veux. À chaque fois, je me dis, mais pourquoi t'écris des trucs? C'est toujours hardcore pour toi d'écrire. C'est comme si tu mettais ton ventre Pourquoi sur tu la fais ça? table, etc. Mais en fait, je crois que je ne choisis pas. Mm. Je pense que ça vient aussi du fait que c'est viscéral pour moi l'écriture et que c'est aussi une manière de transformer en fait des choses qui me paraissent c'est une manière de transformer. Je vais mettre un point là et pourquoi je dis ça, c'est parce qu'en fait, pourquoi j'ai commencé à écrire? Parce qu'en fait, je faisais des rêves quand j'étais petite. Et mes rêves, mais vraiment la nuit, je rêvais que je mourais et que j'allais au paradis et que je faisais plein d'aventures. Et en fait, quand je, quand je me réveillais, je me rappelais que, ah, mais attends, j'aimerais bien continuer ce rêve. Comment je fais pour continuer ce rêve? Bah, en fait, j'écris. Et en plus, ça, je peux contrôler le rêve, enfin bref. Et donc, du coup, je pense que je pense que c'est parce que, en fait, je crois que mon désir d'écriture, ou c'est pas un désir, c'est quelque chose qui vient du ventre, c'est inexplicable. Il est aussi né, de quelque chose qui est vraiment très, très intime, de vraiment ce qui se passait dans ma tête, quoi. Et pendant très longtemps, j'ai écrit sans que ce soit lu, d'ailleurs. Mhm. J'ai écrit, pour Pour toi. moi, voilà. J'écris des romans, disons-le, un peu nuls. Des poèmes un peu nuls. Pour moi, vraiment, Mais c'est bien d'écrire pour soi aussi. c'est trop bien. Thérapeutiquement, c'est vachement bien. Et c'est trop bien d'écrire des trucs nuls aussi. Oui. Voilà, non, mais Relâcher cette pression-là. non, mais vraiment, faut le dire. Et d'ailleurs, la plupart des trucs qu'on commence par écrire sont nuls. Là, c'est la personne qui a fait des ateliers d'écriture, je vous assure. Faut pas que ça vous empêche de réaliser vos rêves. Les premiers trucs sont nuls en général. Une parole de mon éditrice. Bon, peut-être c'est que moi, mais je pense pas quand même. Non, je crois que c'est un petit peu répandu. Et puis, la première question, je me souviens. Ah oui, l'intime, non, ça, on a répondu à ça. Et donc voilà, je crois que c'est tout. Finalement, Le c'est presque roman. automatique, l'écriture, c'est presque automatique. Ouais, T'as écrit comme t'as marché, joué. exactement. Exactement. J'écris comme j'ai respiré, je dis tout le temps ça, donc c'est pour ça que je dis exactement, tout à fait. Inspirant. Ouais, vraiment, ça fait beaucoup de bien aussi. Cette Écrivez! désacralisation de l'écriture, moi, me parle beaucoup. Ça me fait beaucoup de bien, ce que tu viens de dire. J'espère que dans le chat, je vois Reading qui nous dit qu'il te découvre ou elle te découvre et qu'elle a tellement envie de te lire. Trop Ah, bien. génial. Ah ouais. Et du coup, si je peux faire une dédicace, moi, j'ai Sûr. besoin d'écrire j'ai besoin de lire de nouveaux poètes, nouvelles poétesses, nouveaux écrivains, écrivaines, réalisateurs, réalisatrices, tous les créateurs, tout ce que vous voulez. S'il vous plaît, faites parce que j'en ai besoin.